Et c'est parti, bienvenue à tous pour cette nouvelle interview de Pachamama TV, comme dirait Cédric, de Bon Matin. On est ravis, je suis ravie surtout d'avoir Cédric avec nous. Cédric, c'est un spécialiste des opérations, des ops. C'est lui qui a monté toute la partie communautaire de Blablacar. Au tout début de Blablacar, il a eu un super parcours chez eux. On s'est connus ensuite chez Privatiseur. Je te fais une version résumée, Cédric, de ton Ok. parcours, mais on te laissera te présenter. On s'est connus chez Privatiseur où moi, j'étais lead product sur la partie SaaS, c'est une partie de la marketplace de Privatiseur. Et Cédric était mon binôme business, on va dire. On était organisés en tribe et on avait vraiment une organisation assez mature côté produit et on prenait toutes les décisions business, product, tech ensemble. Et on formait un super trio avec notre lead tech aussi. Et depuis, Cédric est parti chez Needhelp, une autre marketplace. Donc, vous aurez un super leader avec qui je travaille encore aujourd'hui et qui est désormais en charge des opérations et de l'expérience client chez Needhelp. Pour vous faire juste un petit récap pour ceux qui ne nous connaissent pas, chez Pachamama, on a 2 offres principales. Moi, je suis, après avoir été lead product, je suis passée du côté du sujet des carrières. Donc, je suis agent product manager, de CPO surtout, certains autres métiers aussi. Mais le premier métier qu'on a, c'est de recruter avec une touch conseil pour vraiment comprendre les besoins tant du côté des entreprises que du côté des talents pour vous faire les super matchs et pour avoir une autre vision du recrutement. Et du côté plutôt du conseil, on va dire, je travaille avec des CPO freelance. Je suis en train de structurer une offre de design d'organisation pour faire des audits d'organisation. Et je peux vous trouver, pareil, les meilleurs matchs si vous avez besoin de coaching spécifique, de besoins stratégiques, etc. Sur tous les métiers du produit, donc plutôt la track contributeur individuel, senior PM, etc. Ou sur des expertises particulières si vous avez besoin, et sur les managers, donc VP Product, CPO. Et si on se connaît bien, et vu que notre différence, on va dire, c'est le culture fit et le fait de bien connaître nos clients. Et je connais par exemple très bien le style managérial de Cédric et du coup, j'ai vite compris ses attentes pour pouvoir lui faire les super matchs, on en reparlera. Après, c'est plus facile d'aller sur d'autres métiers pour vous, tech, design et product marketing. Cédric, je vais te laisser la parole et te laisser te présenter, puis après on ira direct dans l'interview sur comment toi tu fais pour recruter en product notamment, petit teasing, et sur les spécificités d'être product en marketplace. Voilà. Je te laisse te présenter. Bon, écoute, tu m'as déjà présenté rapidement. Donc, effectivement, moi, j'ai 15 ans d'XP en marketplace maintenant. C'est vrai que je me suis complètement plongé là-dedans. J'ai commencé d'ailleurs chez Price Minister, Rakuten pour ceux qui n'ont pas connu, Ouais. où j'ai vraiment commencé dans le service client. Donc, ça, c'est mon background. Après, j'ai rejoint une petite boîte qui s'appelait covoiturage.fr, qui est devenue Blablacar, pour monter tout le service client, qui s'appelait plutôt le service communauté, relations membres. On ne parlait même pas de clients à l'époque, avec une histoire un peu folle. On est passé de 20 à 650, mon service de 0 à 150, 22 pays, etc. Donc passionnant, avec Frédéric Mazzella, grande inspiration pour nous tous. Et c'est là aussi que je me suis rapproché de plus en plus du produit, puisque dans les grandes années de scale, j'ai été tribe lead avec 2 squads pour gérer un petit peu toutes les features demandées par les utilisateurs. On était très user-centric chez Blablacar. Et tout ce que moi j'appelle souvent le scale, donc l'automation, l'optimisation, tout ce qui peut enlever la friction. Quand on arrive à plusieurs dizaines, voire une centaine de millions d'utilisateurs, commencer à avoir des petites problématiques, notamment pour ne pas avoir un service client qui explose. Ensuite, j'ai eu la chance de rejoindre Privatiseur, où j'ai rejoint Marion, avec des sujets passionnants, un peu plus de B2B, des chefs de projet, un peu plus de tooling, de la supply aussi, donc assez intéressant. Et puis, je suis chez Needhelp maintenant, et j'ai repris depuis janvier management des équipes product and design. Donc, c'est aussi un level up pour moi. Maintenant, c'est pas juste travailler avec le produit, mais aussi c'est l'idée et savoir transformer un peu la vision du CEO dans une roadmap et amener tout ça avec des OKR. Donc voilà, je continue mon petit parcours là-dedans. Excellent. Merci pour la petite présentation. Je vais enlever tout ça pour qu'on puisse discuter tranquillement. Du coup, depuis
peux finalement enfin, tu as toujours fait beaucoup de recrutement, tu es un recruteur, chevronné, on va Mmh. dire, peut-être un peu moins dans le produit. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu recrutes au produit aujourd'hui? Ouais, bah, déjà donc dans mon parcours, j'ai eu effectivement à recruter un bon paquet de personnes. J'estime à peu près, je sais pas 300 personnes et j'ai pu développer pas mal de techniques, autour de ça. Je vais le faire court, mais moi j'ai aussi un parcours assez atypique donc je vais pas forcément prêter toujours attention à l'école, à la formation. Je m'intéresse beaucoup, aux personnes et ça se traduit aussi dans le produit et même à l'époque de Blablacar, bon, bah, je voyais beaucoup de candidats produits. On les rencontrait ensemble avec Frédéric Mazella. Mmh. Donc voilà, j'ai déjà développé pas mal de choses autour de ça. Moi, je m'intéresse toujours au background. Qui est-ce que j'ai en face de moi? Qu'est-ce qu'il a fait avant? En produit, bah, sur quel type de problématique il a travaillé Mmh. et notamment quand on commence à avoir des setups en squad ou autre, sur quel segment on va mettre la personne. Donc notamment, bah, je sais pas, dans une marketplace, on n'est pas forcément que B2C, C2C, on peut aussi faire du B2B, du B2B2C, plein de choses différentes. Et donc, bah, ça va déjà dépendre un peu de ça. En B2B, on va plutôt travailler sur des problématiques grands comptes, des choses plus proches du SaaS, des problématiques de workflow, de devis, de facturation, de rétention, ce genre de choses. Et assez souvent d'ailleurs plutôt avec des équipes sales. Donc si je recrute sur ce type de profil, évidemment, je vais regarder ce que la personne a pu déjà faire avant et s'il y a des choses un petit peu similaires, en tout cas des apprentissages qu'il a pu avoir et qui vont pouvoir nous aider. À l'inverse, sur la marketplace, et je pourrais en parler après, la marketplace, c'est vachement différent. Marketplace, c'est souvent tripartite, voire quadripartite, avec C'est ça. 12 workflows différents. Mmh. Un sujet majeur sur le marketplace, c'est le volume, c'est le scale. On va potentiellement gérer des centaines de milliers d'utilisateurs au plus. Je peux le souhaiter à Mmh. chacun. On va être beaucoup plus sur des notions de voilà, à grande échelle. J'ai des grands volumes. Moi, je prends souvent des métaphores aquatiques. Voilà, on a des rivières. Il faut enlever les gros cailloux, il faut enlever la friction, il faut automatiser. Donc, Ouais. c'est vraiment des sujets comme ça de volume où on bouge plein de petits curseurs pour gagner un point de conversion ici, de la transfo Mmh. là. Il faut trouver des moyens un petit peu parfois innovants, bah, justement pour enlever ces gros irritants et automatiser certains parcours. Il y a aussi beaucoup de sujets autour des parcours clients. Il faut connaître ça par cœur, donc Ouais. tous les workflows, tous les statuts et toutes les phases où on peut automatiser. Évidemment, comme j'ai toujours la petite casquette service client, Mmh. ça me permet Bien aussi de sûr. voir où est-ce que je peux faire gagner du temps. En marketplace, il y a aussi des sujets très user-centric. Il faut vraiment être passionné de feedback utilisateur. Il faut utiliser soi-même son produit. Il faut faire pas mal d'entretiens. Et c'est comme ça qu'on identifie très rapidement où est-ce qu'on peut moi je dirais même s'invisibiliser. C'est-à-dire, meilleur est le produit, moins on a besoin de nous. Oui, Et c'est donc c'est un point très c'est vrai qu'il y a important. toujours un peu ces jauges entre, combien on a besoin de temps plein, on va dire, au service client versus les automatisations qu'on peut avoir, ouais. Exactement. D'ailleurs, au-delà des KPI business, moi, j'en ai toujours certains qui sont un peu les mêmes. Donc, évidemment, je travaille souvent sur la conversion, transformation, on peut l'appeler de différentes façons, Ouais. mise en relation, le matching, tous ces trucs-là. Mais j'ai toujours un petit ratio que je regarde de près, c'est mon nombre de FTE, donc d'équivalent de temps plein, par rapport au nombre d'utilisateurs ou par rapport au nombre de paiements. Ça, c'est OK. un indicateur d'efficacité et de Mmh. scale. Et c'est super important sur toutes les marketplaces si elles veulent pas exploser leurs coûts notamment. Et l'autre point super important, bah, c'est la data. C'est-à-dire que quand on bouge des petits curseurs à gauche ou à droite, Mmh. bah, il faut constamment mesurer l'impact. Est-ce qu'on n'a pas cassé quelque chose de l'autre côté? Et évidemment, en marketplace, bah, il faut se préoccuper en même temps de la demand, de la supply. On peut avoir une super fonctionnalité à gauche et puis ça pète le truc de l'autre côté. Ouais. Dans certains cas, il y a aussi un troisième, quatrième acteur dans l'équation. Mmh. Donc voilà, il faut avoir vraiment une vue data importante, une bonne équipe data d'ailleurs, pour avoir des Mmh. dashboards précis et qu'on puisse regarder tous les matins. Mmh. Et sur ça, moi, je fais un petit parallèle. J'aime bien toujours les métaphores, mais c'est un peu comme un cockpit, quoi, un petit cockpit OK. d'avion avec plein de boutons. Alors, c'est peut-être Ouais. mon côté geek qui ressort. Moi, j'ai un background d'ingénieur Vas-y. aussi. Donc, je me vois assez souvent aux manettes d'une grande console en 28 pistes. On bouge les faders, on égalise et puis Ouais. on trouve le bon équilibre entre tout ça. Donc, Ouais, complètement. challenge intellectuel, et c'est ça qui me plaît dans les marketplaces. Du coup, si je résume, tout ce que tu as dit pour des product managers qui voudraient potentiellement, tenter l'aventure en marketplace, qui savent pas trop,
ce que ça implique, en tout cas les compétences que toi tu vas rechercher en tant que recruteur, c'est soit du coup sur une forte appétence data, parce que comme tu dis, dès que tu bouges un curseur, il y en a potentiellement un autre qui bouge, donc il faut bien connaître ces aspects-là, ou en tout cas avoir envie de la creuser. Mmh. Potentiellement un aspect du coup B2C, si tu as quelqu'un qui a bossé sur du mobile, j'imagine, ou sur effectivement un gros volume d'utilisateurs, c'est quelque chose qui va être intéressant pour toi parce que tu le retrouves souvent en marketplace, c'est ça? Ouais, les compétences aussi, ouais, un peu marketing, acquisition, Ouais. funnel de conversion, tout ça, c'est intéressant. Il faut savoir quand Et même que le marketplace, de par sa complexité, assez souvent, elle se trouve splittée en plusieurs squads parce que c'est très dur d'adresser ouais, l'intégralité du scope. Donc, en général, on se retrouve à recruter sur une partie spécifique du parcours. Donc, il y en a qui vont être plutôt front pour les clients finaux avec ce que je viens de décrire. mmh, Parfois, et même très souvent, une qui est un peu entre les deux, qui essaye d'optimiser, matcher. Donc, c'est ce qu'on s'amusait à faire ensemble, Marion. mmh, Et puis après, ça peut être opportuniste. Parfois, il y en a une sur la supply. Parfois, ça peut être purement technique. ouais. Sur le Est-ce que marché. tu peux nous donner un exemple? On peut donner l'exemple de Privatiseur si tu veux, mais peut-être Needhelp est un peu plus frais pour toi, pour que les gens, tu vois, aient bien, par exemple, ce schéma en tête de à quoi ça peut ressembler ce format tripartite, tu vois, quand tu dis supply ou de l'autre côté la marketplace B2C. Tu peux Mhm. nous le donner avec tes exemples? Ouais, ouais, bah, en fait, Needhelp, de l'extérieur, ça semblerait qu'il y ait un seul modèle, mais déjà, non, il y en a bien plus d'un. Donc, on avait déjà splitté entre la squad marketplace historique, donc qui est le modèle web qu'on peut connaître. On avait créé une squad supply, notamment pour lancer une app côté prestataire, et OK. Donc ça, c'est les artisans, c'est ça? nos Avec qui vous artisans travaillez? et les jobbers, etc. Donc, leur mettre un outil pour faciliter leur quotidien. Ouais, Et une squad qu'on avait appelée Corporate, parce que Needhelp développe aussi des nouveaux services, des nouveaux parcours. Nous, on travaille de OK, plus en plus en B2B2C ou en B2B. Donc là, OK. on est sur des intégrations par API, des parcours magasins, des prix fixes, donc des choses même qu'on ne peut pas voir de l'extérieur, Ouais, et où c'est vraiment des nouvelles problématiques à aller craquer. On peut s'autoriser à changer ça, alors pas tous les trimestres, mais voilà, à différents moments quand on repense un peu les OKR. Donc là, par exemple, là, on a encore simplifié. Maintenant, c'est vraiment Marketplace Corporate, c'est les deux propositions de valeur. OK, Mais on a créé une squad dédiée sur le matching parce qu'on s'est dit qu'il y OK. avait vraiment un énorme boulot à mieux tacler ce sujet-là par rapport aux compétences, aux assurances, OK. etc. Matching, du coup, c'est les gens qui c'est faire les bons matchs entre des gens qui veulent faire des travaux chez vous et des artisans, ou des jobbers, OK. Exactement, puisque toute Et la... oui, c'est tous les algos qu'il y a derrière, les automatisations ou quand vous prenez votre Uber ou votre Captain ou je sais plus, ce qu'il y a en ce moment, c'est, comment on va faire la mise en relation, quel chauffeur on va vous trouver qui est le plus proche en fonction de tout un tas de critères. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal, c'est peut-être la troisième partie, que tu avais mentionnée, c'est la partie, heu, automation qui va un peu avec le côté data, mais c'est savoir quelle automatisation faire en premier pour arriver à ce que l'expérience client soit fluide des 2 côtés et toujours plus fluide, Mhm. sans péter effectivement l'expérience soit d'un côté ou de l'autre de la marketplace, quoi. C'est toujours un peu ça le challenge, hein. Complètement. Et puis quand tu avances, donc au début, c'est des règles dans le dur, quoi, dans le bac. Et puis au fur et à mesure, tu vas amener un peu plus d'intelligence, quoi. Ouais, Donc tu mets en place des algos. Donc ouais, ça c'est une c'est squad vrai que très... ça, c'est passionnant, ouais. Voilà, et puis OK. vite fait, sur Blablacar, on a pu se retrouver à 5 ou 6 tribes à un moment, hein, donc que ça soit sur le trust, sur les paiements, sur les nouveaux business, ou le care, donc qui était un petit peu la Mmh. mienne. D'ailleurs, j'en avais 2, c'était la squad care et la squad protect, parce qu'il fallait gérer aussi bien le métier service client que tous les sujets de prévention, de modération. Mmh. Beaucoup de sujets autour de ça aussi. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu aurais envie pour sur ce sujet de marketplace, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, je sais pas, un PM de SaaS B2B ou à un ou une, un PM de d'e-commerce, de Mmh. tenter l'aventure en marketplace? Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans tous ces challenges-là que tu viens de nous évoquer? Bah, comme j'ai dit, quoi, le challenge intellectuel, c'est-à-dire que tu es pas sur Ouais, un produit que tu rinces et essayes d'optimiser au fur et à mesure. ouais. La largeur du scope aussi, c'est-à-dire qu'on est sur quelque Mmh. chose vraiment à grande échelle. Et moi, le côté, là, c'est plus personnel, mais c'est le côté humain. Ouais. On n'est pas juste sur un produit digital qu'on essaye vraiment de polir et d'optimiser au maximum pour avoir la meilleure rétention, ce qui est top aussi, hein. Mais là, on est vraiment sur un côté Ouais. grande échelle, un peu sociétal parfois, et on met des gens en relation dans la vraie vie. Mmh. Donc là, tu as plein de problématiques qui ne sont pas forcément C'est purement produits.
Et j'aime bien avoir ce côté-là. Donc, ça se Ouais, traduit, par exemple, par tous ces aspects confiance ou protection, modération, qui chez Blablacar était un niveau incroyable. Quand tu as 100 000 trajets par jour, tu as intérêt à avoir bien blindé tous tes process. c'est clair. Et ensuite, ça peut se traduire aussi, quand tu mets des gens en relation, il y a des petits problèmes, des petits litiges, des petites histoires. La modération, ça peut être aussi des sujets passionnants, parce que les gens sont capables de se dire et comment prévenir de mauvais comportements. Mais notamment chez Blablacar et Price Minister, on avait aussi automatisé tout ce qui était la gestion des litiges, des réclamations. Parce que ça peut prendre un temps incroyable. Et en fait, la Ouais. plupart du temps, je sais pas, la personne dit le conducteur n'est pas venu, la personne dit oui, désolé, je me suis pas réveillé. Bon, c'est bon, on rembourse quoi. Donc, c'est côté aussi gérer les relations entre personnes, c'est assez passionnant. Voilà. Ouais, ouais, très bon point, très bon point. C'est vrai qu'il faut être, je sais pas si tu recrutes souvent des gens, qui ont un background un peu plus justement, pas forcément service client, mais plus design, qui font vraiment attention à l'expérience, finale, parce que c'est vrai que c'est un point important en marketplace. Comme je te disais, moi, je suis toujours attaché à ouvrir assez large mon spectre. C'est-à-dire que Ouais, je vais pas mettre trop de critères à l'entrée, tel ouais, type d'école ou machin. Par exemple, ouais, en service client, je peux avoir tout ouais, type de profil, hein, donc ouais, intermittent du spectacle, Sciences ouais. Po ou autre. Et en fait, voilà, c'est comprendre un petit peu ce qu'ils ont fait avant, d'où ils viennent. Dans le product, il y a beaucoup de backgrounds différents. Il y a des anciens founders, il y a des gens qui étaient plutôt développeurs, il y a Mmh, des gens qui viennent un peu du marketing, chefs de projet, qui ont fait des reconversions, qui ont eu telle ou telle formation. mmh, Mais je m'intéresse un peu d'où ils viennent, mmh, comprendre un petit peu leur sensibilité et où est-ce qu'ils auraient de la valeur mmh, ajoutée. Et j'aime bien ce côté très important, ça, je l'ai appris dans tous les recrutements que j'ai pu faire, j'aime bien cette dimension de diversité, c'est-à-dire mmh, de ne pas prendre des gens formatés, prendre des gens qui chacun vont amener mmh. une petite brique supplémentaire qu'on n'a pas soi-même forcément d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose dont beaucoup parlent, mais c'est vrai que peu de personnes le font vraiment, surtout dans le produit et j'en suis témoin. Tu as des parcours, complètement, différents. On a fait plusieurs, recrutements ensemble récemment et les 2 personnes ont des parcours, qui n'ont rien à voir, quoi. Donc, c'est quelque chose que tu exécutes vraiment et tu as pas peur, contrairement à d'autres. Peut-être c'est là où j'en viens à ma question, plus pour des recruteurs qui ont envie d'aller vers ces sujets de diversité, mais dans les faits, ils y arrivent pas vraiment. Ils veulent se rassurer, tu vois, en prenant des écoles ou en prenant des PM qui ont fait, heu, d'autres entreprises plus connues, alors qu'en fait, c'est pas nécessairement des meilleurs PM que les autres. Qu'est-ce que Mmh. tu dirais à ces personnes-là pour leur dire de tenter l'expérience? Parce que, c'est vrai que toi, tu le valorises vraiment, la diversité des parcours et il y a beaucoup de PM qui veulent se lancer dans ce métier-là, mais qui n'ont rien fait avant. Alors que tu fais partie des personnes qui valorisent vraiment le fait d'avoir vécu des choses avant, même si c'est pas sur du produit effectivement, si c'est en montant ta boîte, ou en faisant d'autres choses. Ouais, donc ça, c'est super vrai. Bon, alors après, je suis peut-être idéaliste, c'est-à-dire que moi, déjà, je décide de toujours faire mes recrutements. Même à très grande échelle, c'est quelque chose que j'ai jamais lâché ou OK, jamais compris. intéressant, intéressant. Parce que c'est la chose la plus importante, c'est de savoir bien s'entourer, choisir les bonnes personnes et les intelligences dont tu as besoin pour atteindre ce que tu cherches à faire. Pour ce qui est des recruteurs, voilà, pour avoir aussi bossé avec des recruteurs tech, c'est vrai qu'il y a souvent une grille de lecture un peu basique. Quelle est la formation, quel langage, etc., etc. J'ai envie de dire direct, ça en produit, ça marche pas, parce qu'il y a très peu d'écoles de Il y a produits, pas d'école. des formations, mais bon, voilà. Euh, Ouais. il n'y a pas, je sais pas, une licence bac plus 3 en product board, Jira ou je sais pas quoi. Donc voilà, ça marche pas. Je dirais aux recruteurs, déjà la première chose, c'est qu'ils doivent s'approprier à 2000% l'ADN de l'entreprise, son produit, qu'est-ce qu'elle fait, ses enjeux. Le pire, c'est d'avoir juste quelqu'un qui déroule comme ça un petit peu un script, qui explique pas l'entreprise. Il faut vraiment rentrer dans les profondeurs des détails du produit. C'est pour ça que je bosse avec toi, Marion, et que ça se passe aussi bien. On a passé du temps ensemble à ce que je te transmette ça. Ouais. C'est ton métier, tu sais de quoi je parle. Je Mmh. t'explique tous les Tous les enjeux, enjeux internes, ouais. les briques sur lesquelles on travaille. Et du coup, tu vas savoir matcher ça avec ce que la personne a déjà fait, qu'est-ce qu'il a appris, etc. Donc ça, Mmh. c'est vraiment un point un peu différent.
C'est-à-dire que tu ouvres très large au début. Tu n'es pas obligé de regarder le niveau d'études ou l'école faite. Hein. Il y a des gens autodidactes qui s'en sortent très bien et peuvent se révéler même bien plus créatifs que d'autres. Et ensuite, par contre, tu resserres très fortement sur les choses, les points identifiés. Et en recrutement, après, c'est un mélange de choses. Hein. Pour moi, il y en a 3. C'est le background, comme je viens de le décrire. Et ensuite, tu as les hard skills et les soft skills. Donc, hard skills, c'est évidemment un petit peu plus dur à évaluer, mais si la personne a bossé 2 ans dans une boîte B2B sur des sujets factus, tu peux estimer qu'il connaît un petit peu le sujet. Oui. Et les soft skills, ça se découvre plutôt en entretien. Et d'ailleurs, juste mini aparté sur ça, il y a plein de profils différents, mais dans tous les profils que je peux rencontrer, moi, il y a des choses qui ressortent tout le temps. Évidemment, c'est la curiosité. Il faut qu'une personne soit curieuse de comprendre des choses qu'elle ne sait pas, va devoir résoudre des problèmes. Très ambitieux, sans imposer sa vision. Donc, voilà, le rôle de PM, c'est un rôle de support. Hein. Une deuxième grande chose chez moi, c'est l'humilité. C'est-à-dire avoir l'humilité de dire je ne sais pas, je vais chercher, je vais essayer de comprendre, je vais descendre au niveau de chacun, de tous les métiers, je vais aller m'asseoir à côté de quelqu'un, voir qu'est-ce qu'il fait, etc. Et à l'inverse de quelqu'un qui dirait non mais c'est comme ça, voilà la méthode, etc. Et puis évidemment, après voilà, avoir comment dire, ce que j'appelle être sharp, c'est un mélange de curiosité, d'un regard critique, un petit peu business aussi, on pourra en reparler, mais voilà, de voir le détail et l'efficacité, ça va être toujours par identifier le meilleur candidat, le plus gros caillou qu'on peut enlever dans la chaussure pour qu'elle puisse mieux avancer. Ouais, je vois. Et pour toi qui as recruté plein de métiers, qu'est-ce qui est le plus dur, qu'est-ce qui est le plus compliqué, ou plus différent, en tout cas, de recruter au produit versus d'autres métiers, même tech, quelle est la spécificité de recruter au produit? Tu vois, peut-être qu'il y a des RH aussi qui nous écoutent ou d'autres fonctions comme ça? La difficulté, c'est que si tu passes par des cabinets ou des talents standards, ils n'ont pas forcément la casquette produit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui sont spécialisés sur le recrutement produit. Donc, comme je viens de le dire, ils vont appliquer un certain nombre de règles. Ils vont peut-être te faire manquer certains candidats. OK. C'est vrai que c'est ce truc-là. Après, C'est ça le risque pour toi? OK. pour moi, c'est ça le risque dans mon rôle. Hein. Et ensuite, je dirais que l'autre difficulté, c'est cette diversité de background. Mais puisque moi, je l'embrasse et que je l'ai toujours adoré, c'est plutôt quelque chose que j'aime bien. J'aurais plus de difficultés à recruter des devs, par exemple, parce que là, c'est un petit peu plus factuel sur la maîtrise de tel ou tel langage. Ce qu'on doit faire en recrutement, c'est dérisquer, comme dans un projet produit, donc s'assurer qu'on ne part pas avec une personne où il n'y a pas de match. Si ensuite la personne ne maîtrise pas les outils standards, on se rendra compte très vite. Je n'ai pas besoin de faire des use cases à rallonge et d'aller éprouver tout ça non plus. Je dirais d'ailleurs, super important dans le rôle de produit, il y a un aspect fit humain qui est super important. C'est tellement une position centrale. Communication dans l'écoute, l'empathie presque, je dirais, que voilà, le côté qui est la personne en face de moi, est-ce qu'elle va bien s'intégrer et avoir l'aptitude à parler à tout type d'équipe, de profil, etc. C'est presque plus important. Si c'est pas un expert Jira ou quoi, c'est pas grave, hein, ça prend vite. Hein. Ouais. Là, c'est rafraîchissant d'avoir, ce discours, tu vois? Parce que je travaille beaucoup avec, des startups, des scale-up, un peu plus justement de plus en plus d'entreprises en transformation, mais il y a quand même ce truc où, s'il a pas fait, on va plutôt aller vers quelqu'un qui a déjà fait ça ou qui maîtrise déjà complètement Jira et donc du coup, ça développe un peu ce côté, entre soi qu'on voit beaucoup dans les startups donc c'est rafraîchissant. Je pense qu'il y a beaucoup de candidats qui aimeraient avoir plus de managers qui pensent comme toi, en tout cas. Oui, écoute, il faut essayer aussi de toquer à la porte et de ne pas s'arrêter juste aux recruteurs. Puis un petit point aussi, il y a une différence intéressante aussi entre les gens qui viennent d'agences et ceux qui ont été déjà dans une boîte. Ouais, c'est quoi ton avis là-dessus? C'est important effectivement d'essayer, en tout cas au début de sa carrière, d'essayer vraiment de diversifier, même si c'est un stage, hein, même si c'est 6 mois dans une boîte. Il y a une différence entre, je sais pas moi, 2-3 ans en agence,
ok, super, tu auras vu plein de use cases, tu auras eu plein d'exemples, Ouais, c'est plein de super, secteurs, ouais. super enrichissant, mais tu n'auras pas vécu le fait d'être au sein d'une entreprise, avec les relations inter-équipes, avec les enjeux de boîte, les KPI, les machins. Ouais. Il faut réussir à avoir un petit peu des deux. Des Et là, deux. je ne parle pas de 5 ans d'XP, hein. Ça peut être 6 mois ici, 6 mois Ouais. ici. C'est Ouais. simplement. Ouais, et puis suivre son produit dans le temps aussi, c'est important. C'est quelque chose que les recruteurs recherchent beaucoup. Mhm. C'est-à-dire qu'en agence, on livre et après, on ne sait pas ce qui se passe après. Et c'est vrai que d'avoir un minimum de temps, aussi, éviter de changer de job tous les 1 an et demi, même 2 ans, en fait, parce que le temps de s'approprier son produit, d'avoir un réel impact dessus, prenez le temps d'avoir vraiment un impact à revendre avant de changer d'entreprise, même si c'est bien de se challenger, de changer, de rester un minimum de temps sur son produit. C'est un conseil qu'on ne dit pas assez non plus, qui est assez important. Tu en as parlé un tout petit peu dans la façon de recruter. Toi, Mhm. tu fais pas de cas pratiques quand tu recrutes au produit. C'est extrêmement rare. Je crois que 98 des gens avec qui je travaille qui font des use cases, Mhm. sauf des recruteurs effectivement, je pense à un autre client, qui a fait beaucoup de recrutement et qui préfère, faire plusieurs entretiens, aller chercher des réponses, différentes à chaque entretien, plutôt que de faire un cas pratique. Est-ce que c'est quelque chose que tu as intellectualisé, que tu avais pensé en amont, volontairement ou pas? Ouais, on peut dire que j'intellectualise pas mal les choses. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'expérience employée et donc aussi à l'expérience candidat. D'ailleurs, on avait bossé un peu aussi sur ces sujets-là chez Privatiseur. Ouais. Moi, je me mets toujours dans les chaussures d'un candidat, en fait. C'est-à-dire, il a passé son temps à chercher, à s'intéresser à la boîte, à se projeter. Donc, il a son premier entretien. Ça se passe super bien. On parle 1 heure ensemble. Donc, il y a un premier truc. Et puis, après, je sais pas, pendant 15 jours, pas de nouvelles, silence. C'est horrible, quoi. Donc, moi, C'est clair. je mets déjà un truc de base. C'est, OK, je mets de l'effort au début pour bien filtrer et pas faire perdre de temps aux gens. Ouais, Voir ouais, plein de monde pour rien et leur faire perdre leur temps, ouais, c'est clair. ça sert à rien. OK. Donc, dès qu'on a un premier match bien identifié, ben moi, j'essaie d'aller assez vite. Donc, je respecte toujours 3 étapes. J'ai un premier call, souvent c'est 1 heure, hein. Je suis très bavard, je vais dans le détail, je donne le maximum d'infos avec le Ouais, plus de transparence possible. C'est-à-dire, je bullshit pas, je donne les pour, les contre, où est-ce ouais, qu'on je est confirme. en termes de maturité, comment on est organisé, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas bien. Mais surtout, je commence déjà à partager des problématiques, des sujets qu'on est en train de craquer. Donc là, je suis pas en train de convaincre, je suis en train d'ouvrir la porte et que la personne ait vraiment un regard interne pour voir si le sujet Mmh. éveille son Ouais, intérêt. Évidemment, je vais m'intéresser à ce que la personne a fait avant. Ensuite, très rapidement, si premier bon échange, mon deuxième sujet, ça va être de la faire venir au bureau pour rencontrer les personnes avec qui elle serait susceptible de travailler. mmh, On va lui donner un regard encore plus réel et inside de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on n'est pas bon, et puis voilà, le fit humain aussi, hein, avec qui je vais travailler. Donc, paf, et une fois que j'ai ça, si il n'y a pas quelqu'un qui se dit bon, finalement, c'est pas pour moi, ou des red flags, on me dit oulala, jamais je travaille avec cette personne, ce qui arrive assez rarement. Je vais mmh. aller très vite à la dernière étape. C'est ensuite, on va faire rencontrer plutôt le founder, le CTO, donc Ouais, C-level. Et là, j'ai envie de dire, ça sert à rien d'imposer un exercice un peu stressant où tu vas devoir faire des slides, une présentation devant des C-level avec un sujet que tu ne peux pas à ce stade maîtriser. maîtriser, ouais, sûr. Donc, même avec toute la bienveillance du monde, tu vas te prendre 12 scuds, tu vas être déstabilisé. C'est déplaisant, difficile, et ça n'a pas grand-chose à apporter. Pourquoi? À moins que vraiment, oui, si on recrute un VP, là, on va peut-être demander ce genre de choses. On Mmh, va pas te demander de pondre une roadmap, on va pas te demander d'être le meilleur speaker du monde. C'est pas les skills qu'on attend de toi. ouais, Ce qu'on va attendre de toi, c'est que tu comprennes le sujet, de quoi on parle, quel est le business, quels mmh, sont les enjeux, et qu'est-ce que tu vas pouvoir y apporter. Si tu es devant un CEO, il va juste s'intéresser à quel est l'impact que tu vas avoir sur son business. mmh, Tu vas pouvoir lui parler de méthodes, d'outils, mais in fine, c'est pas son truc. mmh. Il va dire OK, super, mais il Oui, va c'est clair. vraiment vouloir savoir si tu as compris ses enjeux, les choses que tu vas l'aider à craquer. Donc ça, le meilleur
vraiment conseille et a fortiori en ce moment, je sais qu'on en parle beaucoup, Ouais. un retour au business, retour à l'impact. Ça ne veut pas dire qu'on doit dénigrer toutes les belles choses qui sont mises en place ces dernières années Ouais, dans la communauté produit. Ça, c'est le métier qui nous est propre. Mais à l'inverse, quand on est avec des interlocuteurs, C-level ou autres, ce qui va compter, c'est la compréhension du business, des enjeux, des KPI. ouais. Encore une fois, humilité. Si on ne sait pas, on pose la question. Voilà, c'est quoi la GMV? C'est quoi le KPI attendu? Enfin, on ne peut pas tout savoir. Donc, ouais, non, imposer un exercice comme ça, un peu stylistique, imposer où il est quasi impossible d'avoir toutes les bonnes réponses, ou alors ce serait vraiment pour juger sur la forme, mais ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. À moins que ce soit sur un poste VP, CPO, là, oui, ça se justifie. Sur un poste de PM, clairement. Ouais. Donc toi, si je résume, tu fais un très gros screening de tes 3 étapes. Dès le premier screening, tu passes du temps, justement pour bien expliquer les enjeux et vérifier que ça ping-pong bien et que la personne comprend et vérifier qu'elle s'y intéresse et si elle est toujours, partante pour continuer. Très vite rencontrer les équipes, très vite venir dans les bureaux, sentir l'atmosphère, pareil, comprendre les challenges, c'est ça? Ouais, Et troisième personne, plutôt, les fondateurs, les C-level pour un dernier échange et vérifier des fits aussi, mutuels, quoi. voilà. Donc, hors vacances ou mois d'août, en général, ça peut se faire en 15 jours. Ouais, Pourquoi? Parce qu'il y a un momentum. C'est-à-dire que complètement. On en le dit souvent dans le recrutement, c'est une histoire de timing, hein. candidat s'est projeté, il s'est investi, il a lu tous les articles, les LinkedIn, il a regardé les vidéos. En tout cas, Voilà. si vous ne le faites pas, je vous invite à le faire. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est que de l'autre côté, t'attends un effort effectivement de recherche ou de se mettre dans les sujets, d'être curieux et de poser des questions. C'est pas juste on t'envoie en troisième étape et tu viens en dilettante. C'est que pour passer les étapes, faut quand même montrer que tu t'investis, quoi. Ouais, d'ailleurs, je vais même plus loin, c'est-à-dire que la troisième étape, moi, je ne l'envoie pas au casse-pipe. En général, je lui donne toujours des petits tips. Des petits tips. Je lui dis, OK. pose les questions sur ça, amène OK. tes idées sur ça, parce que ouais, c'est pas simple. Mmh. Comme si tu te retrouvais à un seul coup invité à un comex et qu'il fallait que Ouais, c'est clair. dise juste tout de suite. Non, c'est pas facile. Ouais. Ouais, c'est clair. Et ben, c'est un bon parti pris, tu vois? Plutôt que de passer, 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois 6 mois à recruter, à mettre des cas pratiques, qui durent 3 heures, parfois ils y passent un week-end, hein, j'ai beaucoup de désillusions en ce moment et d'emmener aussi beaucoup de gens, c'est peut-être ça où tu te différencies des autres, c'est que tu filtres beaucoup à chacune des étapes. C'est que certes, ça va vite, mais tu vois pas beaucoup de candidats. Mmh. Là où c'est vrai que je vois beaucoup d'entreprises qui amènent, 3, 4, 5 personnes au cas pratique et en fait, tu fais travailler toutes ces personnes-là, pour rien. C'est vrai que c'est pas très pour l'expérience, Il y a candidat, il y a c'est vrai même un qu'on a du délire, mal. hein. C'est-à-dire que quand tu commences à faire bosser la personne, 2 jours sur un truc et une restitution, tu sais pas ce Ouais, qu'il en adviendra après. Ça peut y avoir un petit débat juste, est-ce que c'est ouais, faire et tout à fait respectable, quoi. complètement. Merci aussi pour le retour sur le business pour les PM. C'est vrai que se mettre dans les problématiques business et comprendre les business models, c'est pas grave que vous ayez pas déjà fait de la marketplace, Mmh. mais chercher à comprendre ou demander quand vous êtes en entretien les KPI et montrer que vous y intéressez. Je pense que c'est ça le plus important, Mmh. heu, pour avoir les réflexes. Très clair. Ouais, ce que tu voulais, c'est surtout identifier des matchs, quoi. Je reprends mes notes, vérifier qu'on n'a rien oublié, mais ce que tu cherches à éviter, toi, c'est d'avoir des process de recrutement à rallonge, quoi. Tu préfères prendre le risque potentiellement qu'en période d'essai, ça valide pas, mais d'aller vite sur les process de recrutement, quoi. Clairement, et pas perdre de temps, pas en faire perdre aux autres, et puis, ouais, Mmh. c'est comme tout, c'est voilà, d'aller rapidement à l'essentiel. Tu vois certaines cases qui matchent, que tu peux checker. Tu dis: «Bon, là, ça a l'air pas mal». Un premier Mmh. entretien, c'est souvent assez décisif, hein. C'est qu'on voit tout de suite Ouais, si c'est ça là où tu refiltres beaucoup. passe. OK. Et quand ça va bien, on essaye d'aller au bout. Et puis après, même quand on allait vite et qu'on a bien fait, bon, une personne, elle est peut-être au début de sa recherche, elle avait peut-être d'autres process en cours, elle a trouvé autre chose qui l'appelle plus au fond de son cœur. Très bien, mais au moins on n'a pas On se le dit. Mmh. perdu trop de temps. Puis on Ouais. laisse pas tous les trucs comme ça en suspens. Le pire, en fait, c'est que même parfois, tu peux avoir quelqu'un qui était bien,
et puis ça traîne un peu et puis son image s'efface doucement là, tu Et sais? c'est ça. Ouais et ça, c'est dommage. Oui, complètement. Et après tu reprends les notes et tout et ça, non, c'est idiot quoi, il Ouais, complètement. faut aller vite. Très bien et pour terminer, qu'est-ce que tu dirais qui différencie, Pachamama des autres agences? Parce que je sais que tu as bossé avec plusieurs agences aussi sur plusieurs métiers. Qu'est-ce Mmh. que tu as vu qui était différent, dans notre façon de fonctionner? Je le disais un petit peu tout à l'heure, mais voilà, tu étais pas juste mandaté en disant, voilà: «Je cherche ça, tel scope et tel critère». On a passé beaucoup de temps ensemble à ce que je t'explique, exactement les choses, les problématiques, les enjeux, notre Mmh, regard aussi. D'ailleurs, souvent, c'est pas que pour un poste, donc il peut y avoir 2 postes très différents et ça sera mmh, vraiment pas les mêmes personnes, derrière. Et du coup, voilà, moi j'ai eu beaucoup de cas où en fait, si le recruteur s'est vraiment pas plongé dans, la problématique métier que va devoir, adresser le candidat qui rejoint l'entreprise, bah, mmh. ça suffit pas parce qu'en fait, ça veut dire que ça sera pas fait dans le pré, filtrage et donc il va falloir le faire au premier call. OK. Là, bah, du coup, tu as quelque chose que tu vas avoir trop de monde et tu vas perdre trop de temps. Donc moi, en fait, j'ai réussi à te, comment dire? Diffuser tout ce qui était dans mes Mmh, critères, aussi bien, background humain, hard skills, type de produit et cetera. Je mmh, t'ai partagé déjà, comment j'étais organisé, mmh. quels étaient les enjeux moments, où est-ce qu'on en était en termes de boîte, en termes de recrutement, qu'est-ce qui allait bien, qui allait pas bien, où est-ce qu'on en était en termes de culture produit, comment on Ouais, est arrivé là. Donc voilà, tu sais exactement le niveau de maturité et tu vas pouvoir directement le diffuser aux personnes, en face de toi. Et donc, rien que par ça, bah, en fait, c'est bête, hein, mais tu fais toute la première partie que je n'ai pas à faire et mmh, je sais, puis parce qu'en plus on se comprend bien sur les problématiques, que les gens que tu vas m'amener, bah, mmh. vraisemblablement assez vite matcher Ouais. avec ce que je recherche. Donc voilà, ça pourrait se rapprocher, la différence entre des recruteurs externes et externes, mais des recruteurs, internes produits, j'en ai pas souvenir d'en avoir vu. Soit c'est le head of VP, CPO qui recrute tout seul, soit il se fait aider un peu d'un Complètement. recruteur, tech, mais qui est souvent plutôt externe. Donc je dirais la petite force de Marion et là, ses pubs gratuites, c'est que c'est un peu comme si elle avait passé 2 semaines dans la boîte, qu'elle la connaissait bien et puis qu'elle pouvait en parler aussi bien que moi, voilà. Ouais, OK, génial et du coup, ce que j'entends aussi, c'est que derrière, la conséquence, c'est que ça te fait gagner un temps, dingue effectivement de pré-screening que tu as pas besoin de faire et que tu aurais besoin de faire avec d'autres agences, quoi. Ouais, complètement. OK, très clair. Est-ce que merci pour ce témoignage, Cédric. Est-ce que tu veux rajouter un mot, tant pour les gens qui voudraient postuler, chez Needhelp ou, que pour, les d'autres recruteurs qui commencent, tu vois, à recruter en produit, qui découvrent, ce métier, Non, bah, écoute, on a déjà bien fait le tour de tous les sujets, notamment côté recruteur. Au niveau candidat, je dirais, voilà, comme j'ai dit, c'est pas forcément, ce qui est écrit sur votre CV. Ça va vraiment être aussi votre, Mmh, personnalité, l'intérêt, l'effort que vous aurez mis à vous intéresser à l'entreprise. Donc ça, c'est pareil pour tous les postes, hein, éplucher les articles, les oui vidéos, tout ce et que vous vous trouvez. Et ouais, le petit conseil, c'est, n'hésitez pas à créer un compte, en fait. Inscrivez-vous, et oui, quand il y a un produit B2C, c'est quand même c'est mieux, ouais. bête, mais je veux dire, inscrivez-vous, testez le parcours, je vous dis pas de faire un Blablacar ou de commander une cuisine, ça sera un peu idiot. Mais voilà, on vous engagera jamais d'avoir, créé un compte, en prod. Au contraire, c'est de la curiosité. Donc venez déjà avec des petites remarques, des petites Mmh, idées. Regardez pas les NPS, mais les évaluations, Google, ouais, Trustpilot, tout ça, pour voir un peu les problématiques qui ressortent. ouais, Et voilà, faites un peu comme si vous étiez déjà dans votre première semaine, avec un ouais, côté un peu, ouais. observateur et tiens, j'ai pensé à ça, est-ce que vous avez déjà commencé à lancer ce sujet? Mmh, Et donc voilà, ça vous projettera encore plus ouais, dans ça lance la discussion. exactement. Génial et c'est vrai que c'est quelque chose que je recommande, souvent à mes talents de faire potentiellement moins de candidatures, Mmh mh. moins de process, mais pareil de s'impliquer plus, et de choisir sur lesquels tu veux t'impliquer, voilà. Donc on peut f appliquer la même recette de l'autre côté. Less C'est is more. 100 vrai parce que, en fait,
ton cerveau va avoir toute la problématique en tête, le temps de cette candidature-là. Si tu fais sur plusieurs choses en même temps, bah, ton cerveau, il explose. C'est très dur, le context switching. Alors que si on a un sujet en tête, bah, il nous occupe, on pense à ça, on fait des relations avec d'autres choses qu'on connaît, il y a des petites idées qui montent. Donc, ouais, très bon conseil, ça aussi. Nickel. Et ben, merci pour ton temps, Cédric, et puis à bientôt. À Ciao très tout le vite, monde. Marion. Au revoir.